Christophe Bouillon, président de l'Association des petites villes de France, président de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et maire de Barentin en Seine-Maritime. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, merci pour cette initiative, cette invitation. C'est vrai que depuis ce matin, je suis les différentes tables rondes, les interventions, les travaux. Vous êtes prêts. L'ensemble des acteurs du logement ont à la fois bien compris les enjeux et sont en train de travailler les outils. Mais le problème, et ça je ne l'ai pas entendu durant toute la matinée, c'est qu'on ne peut pas faire comme si on avait des logements bâtis, implantés, sans rien autour. Il y a la question de la ville. Il y a la question de la transformation de la ville. Parce que, et vous avez raison de le faire, vous transformez vos logements, vous apportez une offre servicielle très développée, pointue, qui répond à des besoins. Mais en même temps, si autour rien ne bouge, on n'aura pas résolu. Donc il faut aussi travailler ensemble. C'est l'objectif d'un moment comme celui-ci. On est en attente tous aujourd'hui de cette loi grand âge, ou en tout cas de mesures. Parce que c'est vrai que parfois, c'est très français, à l'attente d'une grande loi qui, comme un coup de baguette magique, viendrait tout résoudre. Non, ce qu'il faut, c'est des mesures concrètes. Mais quand j'évoque la question aussi du rôle de la ville, on évoque aujourd'hui souvent la notion de la ville bienveillante. Il y a d'ailleurs des volets, je pense notamment au programme Petites Villes de demain, qui intègre un volet bienveillir. Qu'est-ce que la ville bienveillante ? Pour la résumer assez facilement, ce sont bien évidemment des trottoirs accessibles, des bancs, des toilettes publiques, de l'éclairage, de la mobilité et une offre servicielle. Ce qu'on observe comme mouvement dans nos communes, je parle en tant que président de l'Association des petites villes de France, c'est-à-dire des collectivités entre 2500 et 25 000 habitants. Il y en a plus de 4000 en France. C'est là où vivent 26 millions de Français. C'est là, et je le signale tout à l'heure, pour rebondir aux propos introductifs de Nadia Bouillet, qui rappelait l'ADN d'Action Logement, c'est-à-dire ce lien entre logement et emploi. N'oublions jamais que 70% des emplois industriels sont dans les villes de moins de 20 000 habitants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer les petites villes ou les villes moyennes comme des lieux à la périphérie et complètement décalés par rapport aux enjeux de société. Et c'est justement là aussi où se concentre la population la plus âgée. Mais on observe concrètement que l'âge aidant, et par rapport à ce rêve français de la maison et du pavillon individuel que rappelait tout à l'heure Serge, eh bien, on a des personnes qui, l'âge aidant, ne peuvent plus entretenir leur parcelle, sont dans des logements trop grands. Mais la ville, ce n'est pas la métropole. Le mouvement qu'on observe, c'est le passage finalement de très très petites communes, plutôt en territoires très ruraux, à l'îlot de centralité d'à côté, c'est-à-dire la petite ville, ou la ville moyenne, c'est-à-dire des villes aujourd'hui qui sont pleinement impliquées dans Action Cœur de Ville, par exemple, et Petites Villes de demain. Action Cœur de Ville ou Action Logement est un partenaire essentiel. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de ce mouvement qu'on voit apparaître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une demande de plus en plus forte de pouvoir regagner les centres-bourgs et les centres-villes, à condition qu'il y ait aussi une offre servicielle importante. Une offre servicielle, vous l'avez évoqué s'agissant de l'intérieur du logement, et c'est essentiel, mais à l'extérieur du logement, ce sont des commerces, ce sont avec un chapelet de commerce à partir de la pharmacie, par exemple, ou de types de commerce de cette nature. La question de l'offre médicale est essentielle également, et la mobilité. Et c'est là où il peut être l'occasion, en embarquant finalement la transition démographique, eh bien de faire renaître les centres-bourgs et les centres-villes. On a beaucoup d'élus qui sont impliqués dans la gouvernance des bailleurs et du monde du logement. C'est-à-dire que ce lien, il est naturel, il est presque organique, il est permanent. D'ailleurs, tout à l'heure, un certain nombre des intervenants ont rappelé ce besoin qu'ils ont aussi d'appréhender, de comprendre bien le territoire, et aussi le besoin qu'ils ont quand ils présentent un projet, lorsqu'ils portent un projet, de l'évoquer avec l'élu local. Aucune EHPAD, résidence senior, résidence autonomie, ne se fait sans les élus. Ça va de soi. Et quel est le boulot, le job de beaucoup de personnes présentes ici? C'est d'aller voir les élus à chaque fois pour voir si le projet correspond au territoire. On a aussi beaucoup de territoires qui sont investis, par exemple, dans le label Ville Amie des Aînés, et qui, avec différents volets,
appréhendent cette transformation. Ce que souhaitent les élus, c'est finalement de profiter des innovations qui sont en cours. Ce que souhaitent les élus, c'est d'essayer de décloisonner aussi un peu les visions et finalement de faire la ville ensemble. On disait que le vieillissement, c'est la vie, la ville, c'est la vie. Il faut raccorder tous ces points de vue. Il faut qu'on fasse ensemble, et je crois que c'est en train de se faire aujourd'hui. Après, ça a été à chaque fois la dernière question que vous avez posée à chacun des intervenants, et vous avez raison de le faire, c'est la question du financement. Oui. C'est le nerf de la guerre. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a derrière cela d'autres enjeux qui pèsent sur les collectivités et sur l'ensemble des acteurs, mais qu'on peut essayer de raccrocher. Je vais citer l'exemple de Action Cœur de Ville. Dans la première génération d'Action Cœur de Ville, il y a 242 communes aujourd'hui territoires qui sont concernés par ce programme national. Il y en a un certain nombre qui étaient très avancés sur la notion de foncier invisible, de repérage, etc. Parce qu'il va falloir en effet qu'on s'attaque sérieusement à tout ce type de foncier pour réinvestir. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Tout à l'heure, vous avez eu, j'ai envie de dire, l'opportunité d'avoir aussi un architecte qui était ici présent. C'est-à-dire qu'on parle souvent de l'architecte et le maire. Je ne cite pas un film, mais en tout cas, il y a l'architecte, le logeur, l'hébergeur, l'acteur du logement et le maire. Il faut qu'on repense ensemble et qu'on réinvestisse ce foncier aujourd'hui qui apparaît comme étant une opportunité parce que c'est un impératif. Quelque chose à ajouter peut-être sur ce que vous plébiscitez dans la stratégie d'Action Logement et sur quoi les efforts doivent justement porter aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent dans la stratégie qui a été évoquée? Alors, je trouve que non pas les 12 travaux d'Hercule, mais en tout cas les 12 points de la stratégie linéale sont vraiment pertinents parce qu'elles reposent d'abord sur la bonne analyse et puis sur des acteurs de terrain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas en haut vers le bas, qui est aussi tiré de l'expérience qui est celle du réseau. Et ça me semble essentiel. Je pense qu'il faut vraiment insister, pour le coup, sur la relation avec la transformation dans la ville. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire... en fait, souvent, et vous le savez comme moi, et Serge le disait dans son propos introductif, quand on évoque la question du vieillissement dans la ville, en tout cas comme on l'évoquait jusqu'alors, il y avait deux écueils évités. Le point de vue des élus, qui était souvent qu'est-ce que je fais pour les personnes âgées? Ben, je fais de l'animation. Ça, c'était la vieille vision. Et puis, communément, quand on pensait vieillissement, on pensait perte d'autonomie. C'est-à-dire, on pense santé. Mais la réalité aujourd'hui du vieillissement, c'est qu'il y a plusieurs âges. Et il y a cette notion très forte qui est celle de l'utilité sociale. C'est-à-dire que vous avez entre 65 ans et 74 ans un nombre impressionnant de personnes qui, dans la ville et dans les territoires, veulent être utiles. Donc je pense qu'il faut embarquer la ville dans cette transformation, parce que la ville aujourd'hui, on ne raisonne plus animation, on ne raisonne plus simplement santé, on raisonne aussi comment faire en sorte qu'on réponde à ce besoin d'utilité des âgés, et comment on fait en sorte que la ville soit bienveillante dans tous les aspects. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de décloisonner. C'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une 13e élément de cette belle stratégie, qui est vraiment de dire on embarque les villes avec nous, on est avec les villes. Parce qu'on ne peut pas aborder les choses de façon isolée. C'est fini l'époque où on avait par ailleurs des territoires avec des fonctions bien déterminées. On voit qu'aujourd'hui, on est obligé d'accorder et de mélanger l'ensemble de ces fonctions. Alors, embarquer les villes, embarquer toutes les villes et les petites villes, comme vous le disiez, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, vous parliez de mobilité, des seniors qui ont peut-être envie de quitter ces grandes villes pour retrouver du lien social dans des villes, on va dire, peut-être plus à taille humaine. Il n'y a plus de taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'alors, c'était important. Vous aviez l'élu local, il se disait, et là, ça concerne aussi le logement, il se disait, ben moi, je sais que je vais accueillir plus d'habitants en construisant du logement, et avec la ressource que je vais tirer, la taxe d'habitation notamment, je vais pouvoir améliorer l'offre servicielle, avoir une école nouvelle, un gymnase, refaire la route, avoir un aménagement, etc., etc. Aujourd'hui, tout repose, en ce qui nous concerne, sur le foncier bâti. Donc vous avez un rapport qui devient difficile dans l'arbitrage. Et en même temps, et c'est une bonne chose, notamment dans un certain nombre de programmes, on a évoqué tout à l'heure dans les propos d'intervenants
les cas de quartier prioritaire de la ville, il y a de l'exonération du foncier bâti. Donc si vous avez exonération du foncier bâti, plus que taxe d'habitation, ça devient difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, je dis que ça devient difficile dans les arbitrages. Donc on a besoin quelque part de penser ça ensemble, c'est-à-dire de repenser ce modèle ensemble. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis une dernière chose qui est, et ça je ne l'ai pas entendu, pourtant il fait partie, j'ai envie de dire, du métier que porte l'ensemble des acteurs, c'est la notion aussi de parcours logement. Parce que c'est vrai qu'on doit maintenir à domicile le plus longtemps possible pour de bonnes raisons. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple. Et c'est là peut-être où on a besoin de travailler ensemble, d'avancer ensemble sur ce nouveau modèle qui intègre à la fois vos métiers et celui de l'élu local. Merci beaucoup, Christophe Bouillon, pour cet éclairage.